tous, et donc merci à la SPO, j'ai dit SFPO, mais c'est SPO, à la SPO pour l'invitation et à l'IFMK de Montpellier pour permettre de faire la conférence. Avant d'être docteur, je suis aussi kiné, et je suis même plutôt kiné de base. J'ai encore une pratique clinique et je donne aussi des cours en parallèle des recherches que je peux faire. Et donc aujourd'hui, on va parler, comme annoncé, on va parler des problématiques du disque et comment, donc il va y avoir un peu d'aspects fondamentaux, mais comment ces aspects fondamentaux vont avoir un impact aussi sur la clinique qu'on va avoir derrière. Donc à la fin de la présentation, on va refaire tous les liens qu'il peut y avoir vers notre pratique. Et on pourra discuter de plein d'autres choses après coup. Donc, les discopathies, ça veut dire, enfin, en gros, si on résume ce terme-là, c'est les pathologies du disque. Et si on cherche à les classifier un petit peu, il y a trois grandes familles de discopathies. Il y a les discopathies dites inflammatoires, avec les signes de Modic, donc je ne sais pas si vous en avez entendu parler, ce ne sera pas la thématique d'aujourd'hui, on pourra en parler à la fin si vous voulez. Il y a les hernies discales, qui sont des modifications de la géométrie du disque. Donc ça aussi, on ne va pas trop en parler. On va surtout parler de celle-là, les discopathies dites dégénératives. Et on va voir tout ce que ça veut dire et de la problématique qu'il y a derrière. Alors, tout d'abord, déjà, qu'est-ce que vous en savez des discopathies dégénératives? Est-ce que vous avez déjà entendu ce terme-là? Alors, je pense que pour ceux qui travaillent, oui. Mais les étudiants, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces trucs-là? Oui, non, je vois des non, je vois des oui. Bref, ok. Alors, déjà, de base, qu'est-ce que c'est que la dégénérescence quand on parle de dégénérescence d'un disque? Donc, c'est une réponse cellulaire aberrante à une défaillance structurelle progressive. Donc, c'est une cascade de réactions qui va se passer dans le disque et qui va amener à son autodestruction, en fait. Ça commence globalement toujours un peu de la même manière. On va avoir une défaillance structurelle de notre disque. Il va y avoir un PET sur le disque. Et, grosso modo, on va avoir deux possibilités de défaillance qui vont induire cette cascade de réactions. La première, ça va être une défaillance des plateaux vertébraux. Donc les plateaux vertébraux, c'est la surface de cartilage qu'on a entre la vertèbre et le disque, qui est souvent rattachée à la vertèbre, mais qui en fait partie intégrante du disque, pour des raisons anatomiques, pour des raisons mécaniques et pour des raisons biologiques. Et pathologiques pour le coup ici. Et quand on va avoir une rupture des plateaux vertébraux, ben on va avoir un premier mécanisme qui va entraîner la dégénérescence du disque après coup. Et on va avoir un deuxième mécanisme qui va pouvoir induire une dégénérescence, ça va être une rupture dans l'annulus fibrosus. Et donc, ça sera une fissure le long de l'annulus fibrosus. Ces défaillances, ce n'est pas seulement théorique, elles existent pour de vrai. Donc là, c'est des travaux qui ont été faits sur des pièces anatomiques, et on peut voir, par exemple, ici, des ruptures du plateau vertébral, et on voit notre nucléus qui part dans le plateau vertébral, ou alors ici, on voit des ruptures de notre annulus avec une invagination de notre nucléus dans notre annulus. Et ici, par exemple, vous avez une hernie discale, donc on a l'annulus qui est carrément parti de l'autre côté, et on voit ici notre annulus qui est recliné vers l'arrière et la fissure qui est ici. Donc la fissure qu'on a au niveau de l'annulus, c'est un prérequis à la hernie discale, mais qui est aussi un prérequis pour la dégénérescence du disque. Ça peut provoquer deux types de pathologies différentes. Une fois qu'on a eu cette défaillance structurelle de la matrice, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va avoir une altération de la mécanique à l'intérieur de notre disque, et notamment au niveau de la gestion de la pression dans le disque. Donc, dans notre disque, quand on prend un disque normal, et qu'on fait ce qu'on appelle une profilométrie de pression, donc ça, on le fait avec une petite aiguille sur laquelle on a monté un capteur de pression, on le passe dans le disque, et on enlève l'aiguille en faisant une mesure de pression à intervalles réguliers, et on obtient la pression selon le diamètre postéro-antérieur. C'est-à-dire que l'aiguille, elle rentre ici, c'est l'antérieur, ici, c'est la partie postérieure. On rentre l'aiguille, et à partir de là, on mesure, et on a la pression du diamètre sur le diamètre postéro-antérieur. On fait la mesure avec l'aiguille orientée vers le haut, une fois vers le haut, une fois sur le côté. Comme ça, on a la pression verticale et la pression horizontale. La zone où les deux pressions sont égales, ben, c'est une zone liquidienne, parce que dans les liquides, la pression est équivalente dans tous les sens. Donc là, c'est le nucléus. Et les zones où ça diverge, ben, c'est des zones qui ne sont plus liquidiennes, donc c'est les annulus. Okay. Donc sur un disque normal, qui est sain, qui n'a pas été abîmé, qui n'a pas dégénéré, on obtient une pression de ce type-là. Donc on n'a pas de grande différence entre l'annulus et le nucléus, et quelque chose de relativement homogène. Dès qu'on va faire des mesures sur des disques qui ont eu soit des fractures de plateau, soit une rupture de l'annulus, on va avoir des profils qui vont être beaucoup plus hétérogènes, avec relativement systématiquement une chute de la pression dans le nucléus et des pics de pression qui apparaissent sur les parties extrêmes donc de l'annulus.
Ça, c'est des mesures qui ont été faites en cadavérique. Et donc vous allez me dire, ok, mais on ne traite pas des cadavres, on traite des humains. Et donc, est-ce que ça a été fait vraiment chez les humains? Donc oui, ce genre de mesure a été fait aussi chez des sujets vivants. Alors, on ne peut pas faire ça comme ça, hein, parce que mettre un capteur de pression dans le disque, il y a quand même un côté un peu délabrant dedans. Donc, il y a 2 études qui ont été faites chez des sujets qui allaient en chirurgie. Donc, ils allaient recevoir soit une arthrodèse, soit une prothèse de disque. Et avant que le chirurgien commence à enlever le disque, ben, ils ont fait cette mesure de pression. Et on retrouve des profils relativement similaires, avec les pics de pression sur la partie postérieure et antérieure de l'anus, et une chute de pression dans le nucléus. Okay. Et dernièrement, les chercheurs, les équipes qui travaillent sur ces mesures, ont essayé d'être un petit peu plus fins dans leur analyse, et ont essayé de faire passer les capteurs de pression dans les zones de fissure quand ils en identifiaient dans les disques. Et ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que cette chute de pression, elle n'est pas hétérogène dans le disque, elle n'est pas répartie de manière aléatoire, elle est assez localisée. Et quand on mesure la pression, quand on passe l'aiguille dans une zone de fissure, pouf, la pression elle chute d'un coup. Donc on va avoir des chutes de pression qui vont être initialement plutôt réparties dans les zones qui vont être abîmées dans notre disque. Et quand le disque il dégénère vraiment, après, bon là il y a tout qui part en cacahuète. Mais sinon, initialement, on a vraiment des chutes de pression qui sont relativement localisées. Et ces chutes de pression, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ben, elles vont altérer le métabolisme de notre disque. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans globalement toutes les structures, enfin c'est même pas toutes les structures conjonctives, c'est dans quasiment toutes les structures du corps humain, on a un équilibre qui se fait entre les activités anaboliques et cataboliques. L'activité anabolique, c'est de la création de tissu. C'est-à-dire c'est ce qui permet de créer de l'os, de créer du cartilage, de créer du tissu conjonctif, etc. etc. Et les activités cataboliques, c'est ce qui va dégrader ces structures. Et pour qu'un tissu soit en bonne santé, il nous faut un équilibre entre les deux. Si on n'a que des activités anaboliques, ben, on est dans le cas d'un cancer qui prolifère. Si on n'a que des activités cataboliques, on est dans le cas d'une dégénérescence et la structure se dégrade progressivement. Okay. Donc dans un disque ça, on a un équilibre entre les molécules qui sont sécrétées pour l'activité anabolique et les molécules qui sont sécrétées pour l'activité catabolique. Mais dans un disque pathologique, dans un disque qui est en train de dégénérer, on observe un déséquilibre entre la sécrétion de ces molécules. Donc on va avoir une surreprésentation des molécules qui vont avoir une activité catabolique, qui vont détruire notre disque, et une sous-représentation des activités anaboliques, des molécules qui sont censées créer du disque. Or, on vient d'avoir une blessure sur le disque. Le plus logique, ce serait d'avoir une augmentation de l'activité anabolique pour réparer ce qui a été détruit. Et bien là, les cellules font l'inverse. Au lieu de réparer, elles vont encore plus détruire. Ce qui va entraîner cette cascade de réactions qui, à terme, aboutit à une autodestruction de notre disque. Okay. Et en fait, ça s'explique très très bien. Le lien qu'il y a entre la chute de pression et la réponse biologique, elle s'explique très très bien. La plupart des cellules qui vont avoir pour rôle de gérer ces activités cataboliques et anaboliques, elles ont une activation qui dépend des contraintes mécaniques qu'elles reçoivent. On le voit très très bien dans les tendinopathies, c'est quelque chose qui a été très très bien décrit, et c'est exactement la même chose dans les problèmes de disque. C'est des cellules qui vont être dépendantes de la pression, et si elles reçoivent trop de pression, au-dessus de 30 ATM, ou pas assez de pression, en dessous d'une ATM, donc c'est des mesures de pression, eh bien on se retrouve avec des activités cataboliques. Et quand on est à des pressions qui sont autour de 3 ATM, là pour le coup, les cellules ont une activité anabolique. Et quand on voit que lorsqu'on a une rupture de notre plateau ou de notre annulus, qu'on a une chute de pression importante au niveau de notre disque, ben, qu'est-ce qui se passe? Nos cellules ne comprennent pas ce qui se passe et donc elles se mettent à s'activer en mode catabolique et elles détruisent tout. Okay. Donc ça, c'est l'aspect un peu fondamental de notre pathologie. C'est observable aussi sur des coupes histologiques. Normalement, sur du disque sain, on a quelque chose de ce type-là. C'est-à-dire qu'on a les petits points noirs là, c'est des cellules. Le rose, c'est sur ce type de coloration-là, c'est du tissu conjonctif. Et nos petits points noirs de cette manière-là. Ici, on a vraiment du tissu qui a été prélevé dans le pourtour de notre fissure. Alors les grands trucs blancs là, c'est la fissure, c'est le disque qui s'est déchiré. Et on peut voir autour des gros agrégats de cellules qui se regroupent les unes avec les autres de cette manière-là. Et ces gros agrégats, en fait, c'est typiquement des cellules qui se réunissent entre elles et qui se mettent à activer leur métabolisme catabolique. Okay. Donc ça, on l'observe dans le pourtour des fissures, mais quand on va prélever des morceaux dans d'autres parties du disque qui sont relativement saines, on ne l'observe pas. Donc on a un phénomène qui est relativement isolé autour de la zone qui commence à se dégrader. Okay.
En tout cas, le mécanisme de dégénérescence, il est initié dans le pourtour de la blessure. Après, il se généralise au disque, mais au début, il est là. Okay, et ça, c'est assez important. Autre chose qui va être assez importante, c'est que lorsqu'on fait les coupes histologiques, on observe une prolifération de capillaires sanguins et de tissus nerveux dans le pourtour de la fissure. Normalement, notre disque, c'est une structure qui est très peu innervée. C'est-à-dire qu'elle est innervée sur le pourtour, mais normalement, à l'intérieur, on n'en a pas d'innervation. La vascularisation, on n'en a même pas sur le pourtour. C'est-à-dire que quand on est en dehors d'un disque d'un enfant, quand on arrive après l'adolescence, il n'y a plus de vascularisation dans le disque. Et bien, dans les disques pathologiques, on retrouve des capillaires sanguins qui prolifèrent le long de la fissure et qui entraînent avec elles des terminaisons nerveuses. Ce qui peut rendre le disque plus sensible et potentiellement source de douleur. Okay, alors, là, on a vu des aspects très fondamentaux. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? La question, c'est en quoi ça va être lié avec l'état clinique de notre patient. Alors, il faut savoir que les fissures radiales, ça a été pas trop mal étudié. Il y a un petit moment, c'est-à-dire que c'est surtout dans les années 80-90 qu'on les a étudiés, et maintenant on les étudie plus, enfin les étudie moins, en tout cas le lien avec la douleur, parce que c'est considéré comme étant, le lien est considéré comme étant fait. Donc, grosso modo, quand on mesure, je vais vous expliquer comment on mesure ça, quand on observe des fissures dans les disques, il y a une classification qui se fait en fonction de l'étendue de la fissure. Et bien, plus notre fissure elle s'étend vers la périphérie, donc au plus on a une fissure importante, au plus l'association avec la douleur elle augmente. Vous voyez, les mesures d'odds ratio, c'est des mesures d'association, une association statistique entre deux variables. Et grosso modo, quand il est proche de 1, ça veut dire qu'on n'a pas d'association, et plus il est grand, plus l'association est forte. Et un odds ratio à 22, vous pourrez dans beaucoup d'études de kiné, vous n'en trouvez pas. Hein. C'est quelque chose c'est une association qui est très très forte. Okay, donc on a un lien entre la présence d'une fissure et la douleur chez le patient. Okay, alors, là-dessus, vous allez me dire, ouais, mais les fissures, comment est-ce qu'on les voit? Eh bien, le principal problème qu'on a à l'heure actuelle en clinique, c'est qu'on n'a pas de moyens, ou peu de moyens non invasifs, pour observer les fissures. À l'heure actuelle, l'un des outils les plus utilisés pour bilanter les disques, ça reste l'IRM. Et l'IRM, ce qu'il observe, quand il classe les disques selon, quand il classe la dégénérescence des disques, il le classe selon deux critères. Il le classe selon ce qu'on appelle le signal T2, donc c'est sur une coupe avec une séquence faite en T2, donc la séquence en T2 qui apparaît les lipides en blanc, donc le nucléus apparaît en blanc, et quand on dit une intensité de signal, c'est qu'on a du blanc très brillant, et bien l'un des critères de la dégénérescence, c'est qu'on observe une diminution du signal. Vous voyez que là, le nucléus devient de moins en moins blanc au fur et à mesure qu'on avance. Et le deuxième critère, c'est la perte de hauteur. On voit qu'au fur et à mesure qu'on avance, le disque est de moins en moins haut. Okay, et ça, en fait, c'est quoi? C'est des conséquences de notre fissure. C'est-à-dire que là, notre disque il est en train de dégénérer. Les processus cataboliques sont en cours, là, et sont en train de détruire le nucléus, sont en train de détruire l'anus, et petit à petit, notre disque s'écrase. Donc en fait, on n'est pas en train d'observer avec l'IRM la pathologie, on est en train d'observer les conséquences de la pathologie. Et ça, c'est problématique. Pourquoi? Parce que dans pas mal de cas, ça, c'est aussi du vieillissement. C'est-à-dire que la dégénérescence, c'est décrit comme étant une accélération du processus de vieillissement normal. C'est pour ça que lorsqu'on va aller interpréter un IRM, alors je ne dis pas que l'IRM c'est de la merde, hein, il y a un intérêt à faire l'IRM, mais il est aussi important, et j'utilise beaucoup moins en pratique l'IRM, mais il y a aussi il est aussi important de savoir où sont les limites de l'outil, et savoir ce qu'il observe et ce qu'il n'observe pas. Et l'interprétation d'un IRM doit obligatoirement se faire avec l'âge du patient. Ça, c'est une donnée qui est relativement fondamentale pour bien pouvoir interpréter l'image et pouvoir discerner ce qui est potentiellement du vieillissement et des vrais rides des cheveux blancs de ce qui est pathologique. C'est-à-dire que ça ou ça chez quelqu'un de 20 ans, c'est absolument pas normal. Ça chez quelqu'un de 70 ans, bon, a priori, c'est difficile de dire si c'est pathologique ou non, quoi. Parce que ça pourrait très bien être dû à un vieillissement qui est normal lié à l'âge. Okay, alors, vous avez sans doute entendu parler, si vous êtes un peu fan des réseaux sociaux, toutes ces problématiques qu'il y a avec l'IRM. Donc, notamment, on peut observer des signes de dégénérescence chez des gens qui n'ont pas mal. Mais, en effet, c'est ce que j'expliquais, c'est pour ça que l'IRM doit être interprété avec précaution, parce que, justement, il ne montre pas la pathologie, il montre des conséquences, qui peuvent être aussi des conséquences du vieillissement. En revanche, ce qu'on observe, et ça a bien été étudié, c'est que quand on compare la prévalence des imageries de dégénérescence du disque chez les sujets de moins de 50 ans,
ben on en trouve quand même beaucoup plus souvent chez les gens qui ont mal que chez les gens qui n'ont pas mal, avec une association qui est positive. Donc chez les sujets jeunes, ça c'est quelque chose qui est anormal. Mais encore une fois, ce qu'on observe, c'est les conséquences de la pathologie et pas la pathologie en soi. Donc ça c'est un vrai problème, et ça a été au cœur de ma thèse en fait. Et là on va aborder un peu les sujets que j'ai étudiés dans ma thèse justement. Alors, là-dessus, donc là on a vu un peu d'imagerie, on a vu du fondamental, maintenant on va aller sur la pratique un peu plus clinique kiné, et on va aller sur des choses que vous allez pouvoir utiliser un peu plus facilement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont entendu parler du concept de préférence directionnelle, ou il y en a qui n'en ont jamais entendu parler? Oui, il y en a une. Il y en a qui n'en ont jamais entendu parler? Bon, tout le monde a entendu parler? Bon. Alors pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, je vais faire une vidéo avec un patient pour voir ce que c'est. Donc c'est un patient qui est en fin de traitement, qui a une flexion et une extension relativement correcte sur son dos, et là il n'a pas de douleur. Là le collègue lui fait faire des répétitions de flexion, et donc il va faire ses répétitions de flexion, et il va décrire au fur et à mesure qu'il fait ses répétitions de flexion une douleur qui commence à apparaître et qui commence à s'étendre dans le dos. Et cette douleur, enfin en parallèle de cette douleur, va y avoir des conséquences mécaniques. Vous allez voir dès qu'il va se lever, donc là il commence à décrire que la douleur elle arrive dans le dos, et là le patient il se met à galérer à se pencher en avant, et c'est pas juste de la raideur, hein, il galère à se pencher, et en arrière aussi. Là-dessus, on va lui faire répéter le mouvement inverse, et là le patient décrit une douleur qui se reconcentre sur le dos et qui commence à disparaître petit à petit, et on va voir l'effet qu'il va y avoir sur les mouvements, à nouveau après coup, une fois qu'il a fait ses répétitions d'extension. Hop, quand il aura fini, il faut répéter un peu quand même. Et là, il récupère son amplitude de flexion, et on peut le refaire plusieurs fois. Et d'extension, il retrouve une extension bien plus normale. Okay, donc ça, ce côté, cette influence des mouvements et de la... C'est pas cette influence des mouvements, cette influence de la direction des mouvements sur les symptômes du patient, qu'ils soient douloureux ou mécaniques, bah, c'est ce qu'on appelle la préférence directionnelle. Et quand on a une direction de mouvement qui entraîne une amélioration et que l'opposé entraîne l'aggravation, ben on a un patient qui présente une préférence directionnelle. Et ça, c'est quelque chose qui a été plutôt pas trop mal étudié. Alors, initialement, le gars qui a présenté ça en premier, qui l'a observé en premier, c'est lui, c'est Mackenzie. Je ne vais pas trop en parler, mais je vais surtout parler de son modèle. En gros, à l'époque, quand il a vu ça avec ses patients, il s'est dit, tiens, on sait que les disques ils peuvent faire des fissures. On sait que le nucléus, à l'intérieur de disque, il est mobile, enfin il n'est pas mobile, il peut se déformer en fonction des contraintes mécaniques qu'on lui soumet. Si mon patient, je lui fais faire de la flexion, qu'est-ce que je fais? Je pousse mon nucléus vers l'arrière. Si la fissure elle est vers l'arrière, la douleur elle va commencer à descendre dans la jambe. Ou elle va apparaître dans le dos et ça va commencer à faire mal. Et mon nucléus va faire un effet de masse à l'arrière qui va bloquer le mouvement. Ce qu'on a observé avec le patient. Si je lui fais faire des extensions, l'inverse va se produire. Pas tellement, les animations sont dans ce cas. Normalement la douleur est censée remonter doucement en fait. Donc, bref. On va avoir l'effet inverse et on va avoir la douleur qui va remonter dans la jambe. Et ça on peut le répéter plusieurs fois, on aura toujours la même chose. Le collègue qui a enregistré cette vidéo avec le patient, il avait déjà eu ce patient en soins et il savait que ça allait se passer comme ça. Après, on peut imaginer, là j'ai présenté extension et flexion, ça peut être l'inverse. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi également. Des patients qu'on met en extension, qui bloquent la flexion et qui répètent la flexion, qui débloquent tout. Et on peut leur faire plein de fois de suite, ce sera toujours la même chose. Des patients qui ont des problèmes latéraux, où c'est exactement la même chose. Okay, donc ça, c'est ce qui a été théorisé par Mackenzie à l'époque. Et, bah, c'est pas totalement délirant comme modèle de base, mais la question c'est est-ce que c'est réellement la réalité? Parce que ce serait pas la première fois qu'une bonne idée se transforme en quelque chose qui en fait ne correspond pas à la réalité. Donc c'est là où va y avoir, c'est là où moi j'interviens. Donc, alors pas tout à fait, il y a encore une diapo avant que j'intervienne. Il y a plusieurs chercheurs, il y a 3 équipes de recherche différentes qui ont testé en fait, est-ce que déjà il y avait un lien entre une douleur discogénique et ce phénomène de préférence directionnelle et de centralisation. Donc ces 3 équipes là, vous avez les noms là, donc c'est Donaldson, Young et Laslett, où en gros ils ont comparé l'examen clinique fait par un kiné, donc à la recherche d'une préférence directionnelle ou d'une centralisation, à ce qu'on appelle la discographie. La discographie, j'en ai pas encore parlé, je vais en parler un tout petit peu après. À ce stade de la présentation, c'est l'examen qui permet de savoir si une douleur elle vient du disque ou pas. Okay, et je vais détailler un peu plus après ce que c'est après. Et c'est même pas qu'une douleur de disque, c'est une douleur de disque liée à une fissure de notre annulus. Okay,
Et on observe, alors pour les amateurs on observe une spécificité de 94%. Ce qui signifie que lorsqu'on a le phénomène de centralisation, il y a de très très fortes chances que la douleur du patient vienne du disque et vienne d'un disque qui a une fissure de l'annulus. Okay. Par contre, on a une sensibilité qui est relativement faible, ce qui veut dire que quand on n'a pas de centralisation, on ne peut pas exclure un problème de disque qui a une fissure. Donc nos patients qui auraient une centralisation et une préférence directionnelle, ce seraient des patients. Alors la centralisation, c'est la douleur qui remonte le long de la jambe. Je n'ai pas précisé tout à l'heure. Et les patients qui auraient cette préférence directionnelle représenteraient un sous-groupe de patients qui ont une douleur liée au disque et liée à une fissure du disque. Okay, c'est clair pour tout le monde? Là-dessus, bon, c'est là que ma thèse débute, où en gros, comme tous les étudiants en thèse, j'ai commencé par une revue de la littérature. Donc là, je vous épargne le tableau. En gros, c'est pour dire qu'on a posé la question dans les banques de données de recherche pour savoir s'il y avait des gens qui avaient étudié ça. Et on a trouvé 18 personnes qui avaient déjà étudié ce phénomène-là et qui voulaient savoir si il y avait un lien entre le mouvement qu'on mettait sur notre dos et le nucléus qui se balade plus ou moins dans un disque sain ou dans une fissure. Et en gros, sur les disques sains, on a retrouvé ça. Grosso modo, que ce soit pour les cervicales dans le plan sagittal, que ce soit dans les lombaires dans le plan sagittal, que ce soit dans les lombaires dans le plan axial, que ce soit dans les lombaires dans le plan frontal, on a globalement ce mécanisme de nucléus qui se balade. Donc en fait, quand je vais en avant, il va en arrière, quand je vais en arrière, il va en avant. On le retrouve dans une majorité de cas, c'est-à-dire à peu près 83% des cas. Donc dans un disque sain, notre nucléus qui bouge en fonction des mouvements, ça fonctionne plutôt pas trop mal. Le problème, c'est que durant ce travail de littérature, sur les 18 articles, on n'a trouvé aucun auteur qui est allé étudier ce modèle-là dans un disque qui était fissuré, pour savoir si le nucléus se baladait bien, toujours pareil, quand on avait un disque qui était fissuré. Okay, vous comprenez la logique? Il y a le disque qui fait mal, il y a la fissure, et ce qu'on veut savoir, est-ce que l'un des irritants qui peut provoquer les douleurs, ce ne serait pas la mécanique du nucléus qui part dedans. Donc ça fonctionne bien dans le disque sain, quand il n'y a pas la fissure, ça bouge bien comme ça. Et ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que c'est la même chose lorsqu'on a une fissure? Parce que quand on a une fissure, vous avez pu le voir, la mécanique du disque est vraiment changée. Donc est-ce que ça se comporte toujours pareil? Donc c'est là où c'est là où ça justifie, un tel constat en littérature justifie un travail expérimental, donc c'est ce qu'on a fait. Et la principale problématique, on l'a déjà abordée, les IRM, à l'heure actuelle, tels qu'ils sont utilisés, ne permettent pas de voir les fissures. Donc on peut encore moins savoir si le nucléus se balade dans la fissure. Okay, et à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, le seul examen qu'il y avait, quand j'ai commencé la thèse, pour pouvoir repérer une fissure dans le disque, c'était quoi? C'était la discographie. Et la discographie, c'est un examen un peu barbare. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de ce truc-là ou pas? Non, on n'en fait plus beaucoup maintenant. Hein. C'était beaucoup dans les années 80-90 qu'on le faisait, maintenant on ne fait plus trop. En gros, on va prendre un liquide de contraste qu'on va injecter dans le disque. Quand on injecte le liquide, qu'est-ce qui se passe? On distend le disque à l'intérieur, donc ça fait mal. Et ce liquide de contraste, il va permettre de voir dans le disque si on a une fuite dans un sens, dans l'autre, on va voir s'il y a une fissure et l'orientation qu'il va y avoir. C'est un examen vraiment barbare, ça fait vraiment mal quand on le fait. Donc, et de par son invasivité, c'est un peu décrié, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire ça à tout le monde, c'est assez particulier. Donc ça pose quand même certains problèmes, à la fois en pratique, mais à la fois aussi en recherche. Donc, fort de ce constat, je me suis dit, bon, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions. Et donc je me suis rapproché, alors moi je faisais ma thèse à Poitiers, et on s'est rapproché d'une équipe qui à l'époque travaillait en Suisse, maintenant il travaille en Écosse. Une équipe qui travaille en Suisse qui était spécialisée dans l'IRM. Parce que j'ai découvert en conférence avec eux justement que ce qu'on utilisait en IRM, en pratique clinique, c'est quand même pas 0,1% de ce que peut faire la machine. Ce serait un peu comme si vous aviez l'appareil photo ultra professionnel à 12 000 € et que vous utilisez un seul mode pour faire toutes les photos que vous voulez. Mais en fait, non, il y a plein d'autres possibilités. Et donc là, pour le coup, on a débuté une collaboration avec ces gars-là pour essayer de savoir s'il y avait des séquences d'IRM qui nous permettraient de repérer les fissures. Donc, ce qu'on a fait, première étape, avant de mettre des patients dans la machine pour voir si ça fonctionne, il faut d'abord commencer par une étape expérimentale. Donc on a commencé par un morceau de cadavre et un morceau de cadavre d'agneau. Parce que pareil, le morceau de cadavre humain, tu ne les as pas comme ça. Il faut d'abord montrer que ça fonctionne sur l'animal pour pouvoir après le faire sur l'humain. Et donc, et en plus de ça, on a voulu
spécimen, a voulu mettre dans différentes positions, en flexion, en extension, enfin pour voir comment ça bouge bien. Mais il faut savoir que dans un IAN, on ne peut pas mettre de métal. Donc en fait, il a fallu ruser pour trouver une manière de mettre la structure en contrainte. Et puis aussi, quand on fait de la mécanique, c'est intéressant de savoir de combien de contraintes on met. Donc vous voyez, sur les élastiques, on a mis des petits marqueurs. Après, on les a repassés au tensionnel pour savoir de telle déformation correspond à tant de newtons de tension. Enfin bref, on a fait tout un bazar pour pouvoir justement savoir, en fonction de la contrainte qu'on mettait sur le disque, quelle était la réponse de notre nucléus à l'intérieur. Okay, on l'a fait sur un spécimen qui était sain, puis après on a fait une fissure dedans, et on l'a refait sur le spécimen avec la fissure, pour voir si le nucléus se baladait bien dedans. Et ce qu'on a observé, donc à gauche, vous avez le disque sain, à droite, vous avez le disque fissuré. Ce qui compte ici, la meilleure séquence, c'est celle-là. C'est celle-là où on regarde ici, sur un disque sain. Vous avez le nucléus qui est ici. En fait, sur ce type de séquence, en rouge apparaissent les structures qui ont beaucoup d'eau. Okay, d'ailleurs, on voit là tout autour, il y a un truc rouge tout autour, c'est les serviettes humides qui servaient à hydrater le spécimen. Donc le nucléus, bien rouge, et plus on descend vers le bleu, moins on a une structure qui est liquidienne. Donc on distingue très très bien le nucléus et l'annulus. Là, ici, on a le cordon médulaire qui est ici, on distingue bien la substance blanche de la substance grise. Et là, on est en position neutre. En position de flexion, il faut regarder la distance qu'on a entre le jaune et le bout du bleu, et on voit que ça a augmenté par rapport ici. D'ailleurs, on l'a mesuré, ça a bien augmenté. Et en extension, on voit que le jaune il se propage vachement vers l'avant. Donc on a bien un transfert du liquide qui se fait au moment des mouvements de flexion et d'extension. Puis, on a fait une fissure. Alors, pour des raisons techniques, on a fait la fissure vers l'avant. Parce que pour faire une fissure vers l'arrière, c'est pas évident, et vu que j'étais pas chirurgien, que j'avais pas de chirurgien sous la main, pour aller faire le truc proprement, bah, c'était galère, alors qu'à la partie antérieure, ça fonctionnait très bien. Et les fissures antérieures, elles existent aussi. Donc, on se dit, on va faire ça pour commencer. Et donc, vous voyez, là, en position neutre, on observe la fissure. Et chose très intéressante dans la fissure, c'est que quand vous regardez la couleur qu'on a ici par rapport à la couleur qu'on a ici, ben, on a la même texture, on a du tissu avec les mêmes propriétés magnétiques. Quand on se met en flexion, donc on va mettre la pression sur la partie antérieure du disque, logiquement, si on suit la logique du modèle, le nucléus il doit sortir de la fissure, et ben, on observe une disparition de ce tissu-là. Et quand on le remet en extension, qui va pousser le nucléus dans la fissure, et ben, on le retrouve à nouveau. Donc là, sur cet échantillon cadavérique d'agneau, c'est important de préciser, hein, ça fonctionne bien. Mais un échantillon cadavérique d'agneau, c'est un échantillon cadavérique d'agneau. C'est loin d'être un patient qui a mal. Donc c'est là où c'est important de garder ça en tête, c'est une recherche expérimentale. Mais quand on a eu ça comme résultat, je les ai eus à la première année de ma thèse. Donc j'étais super content, je me suis dit, j'ai encore 2 ans, ça va être génial, on va pouvoir avancer, répliquer les trucs, faire des fissures dans d'autres sens, faire ça sur des patients. C'est le début, hein, mais malheureusement il y a un truc qui arrive en 2020, pan, le Covid, terminé, plus de manip pendant 2 ans, donc j'ai pas pu faire d'autres manips dans ma thèse à cause de ça. Donc j'ai plus accès à l'IRM, j'ai plus accès à quoi que ce soit. Déjà pour aller en Suisse quand on était français c'était une galère, pour faire venir les Suisses en France c'était une galère, l'IRM n'était pas disponible, il y a toujours des problèmes, donc en fait j'ai pas pu faire de manips. Et depuis, je suis plus doctorant, je suis plus rattaché à l'université, j'essaie désespérément de choper une bourse pour faire mon postdoc et continuer ça, mais j'en suis toujours là pour l'instant, j'attends d'avoir ma bourse. Donc c'est un gros teasing, peut-être pour dans 2-3 ans, mais pour l'instant j'en suis là. Et je sais que c'est un peu, je vous laisse un peu sur votre faim, mais c'est comme ça. Donc, si on essaie de réfléchir un peu avec tout ce qu'on a vu là, durant la présentation. Allez, c'est frustrant la recherche. C'est pour réfléchir. Comment? C'est pour réfléchir. Ouais. Mais c'est frustrant. Enfin, je peux dire que là, ça fait. Bref, quand on réfléchit un peu à tout ce qu'on a vu, on a un modèle dynamique qui fonctionne plutôt bien dans le disque sain. Et pour ce qui est de la pathologie, enfin du disque pathologique avec la fissure, ça reste encore à étudier. Il faudrait plutôt se focaliser en recherche sur les discopathies avec des fissures dans l'annulus, étant donné que c'est celles qui semblent faire le plus mal, celles qui sont le plus associées avec la douleur et la potentielle dégénérescence de nos disques derrière. Maintenant, si on essaie de réfléchir un petit peu plus loin, et qu'on essaye d'aller rajouter les éléments qu'on a vus au tout début, vous savez, la cascade de réactions qu'on a vue qui allait détruire le disque,
en fait, on peut se poser une question assez intéressante. Quand vous avez une fissure à l'arrière, on a vu qu'on avait une diminution de la pression dans la fissure. Vous vous rappelez de ça? Que cette diminution dans la pression, elle a entraîné une cascade de réactions liée à des mauvaises informations que reçoivent les cellules. Vous vous rappelez de ça aussi? Qu'au début, en tout cas, de la dégénérescence, ces mécanismes sont relativement localisés autour de la fissure. Vous vous rappelez de ça aussi? Quand on fait nos mouvements, une des questions qui est apparue de tous ces concepts, alors, on a le côté mouvement dans le nucléus, ça c'est une chose, mais est-ce qu'on ne serait pas en train de repressuriser les fissures aussi? Et est-ce qu'on ne serait pas tout simplement aussi, enfin, pas tout simplement, mais aussi en parallèle, lorsqu'on va faire des mouvements, en train de mettre de la pression dans les fissures pour dire aux cellules, et c'est comme ça que vous devez bosser. Et leur donner l'information qu'il faut pour qu'elles se remettent à bosser correctement. Pour que ça, en fait, quand on observe des patients qu'on traite avec une préférence directionnelle, il y a un effet instantané qui est très rapide. Et après, il faut un peu de temps quand même pour que les choses se mettent en place et que ça se stabilise et que ça aille mieux. Et ce temps-là qui a besoin, est-ce que ce ne serait pas ça qui serait en cours? Et c'est une hypothèse que j'aimerais tester, qui est assez crédible, parce qu'on l'observe déjà dans d'autres domaines. Les tendinopathies, c'est exactement ça. Avant, on pensait que c'était le tendon qui s'était déchiré, etc. Mais non, on sait que c'est pas ça. On sait qu'il y a nos ténocytes, nos cellules tendons qui ont reçu soit trop de tension, soit trop de compression et qui se mettent à faire n'importe quoi. Et le traitement qu'on fait, c'est quoi? C'est leur donner l'information, leur dire hé, calmos, c'est comme ça qu'il faut travailler. Et en retravaillant comme ça refait du bon tendon et on retrouve des propriétés mécaniques normales. Ça, on l'a dans les tendinopathies. Pourquoi ce serait différencié? En tout cas, il y a un vrai rationnel qui se pose et c'est une hypothèse qui serait attestée. Et donc, la question, c'est un peu tout ça. Sachant que, dernièrement, et là vous allez me dire, qu'est-ce qui nous fait avec les lapins? Sachant que j'ai trouvé une étude qui est sortie il y a 1 an, qui a gagné un très gros prix scientifique dans la recherche sur la colonne lombaire. C'est le ISSLS Prize, c'est un peu le saint graal du prix scientifique pour les chercheurs sur la colonne. Et cette étude, elle est très encourageante et elle va clairement dans cette logique-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des lapins, ils ont pris 4 groupes de lapins. Il y a un groupe qu'ils ont laissé vivre pendant 16 semaines. Après, ils sont allés disséquer leur disque. La recherche, c'est pas toujours sympa hein, pour les petites bêtes. Mais bon, après, ça fait des bons idées. J'espère qu'il n'y a pas trop de VG dans ce soir. Désolé. Il y a un deuxième groupe de lapins. Ils les ont opérés, ils ont fait une fissure dans le disque. Ils les ont laissés vivre 8 semaines avant d'aller disséquer les disques. Troisième groupe de lapins, ils ont fait la même chose, ils ont fait une fissure dans le disque, ils les ont laissés vivre 16 semaines avant de disséquer les disques. Et enfin, quatrième groupe de lapins, ils ont pris une fissure, ils les ont laissés vivre 8 semaines avec la fissure, puis ils les ont mis dans des arthromoteurs à lapins. Donc là, non, cette étude est assez géniale. Hein. En fait, non, mais sans blague, hein, c'est vraiment ça. Ils ont mis des vis en percutané sur les vertèbres en dessus et en dessous, et 3 fois 1 heure par jour, ils les mettaient dans le machin qui mettait de la pression sur le disque, okay, qui venait pressuriser les disques. Ah non, c'est fantastique, hein, c'est génial. Hein. Ah, il y a des chercheurs qui vont chercher loin. Hein. Et en gros, qu'est-ce qu'ils observent comme résultat? Et évidemment, ils font 8 semaines comme ça, puis après ils vont disséquer le disque, pour voir. Évidemment. Enfin, et qu'est-ce qu'ils observent? Alors, là, on a 3 graphes différents. Là, alors, ils ont fait passer des IRM aux lapins aussi. Hein. Donc, on ne met pas que des morceaux de cadavres de moutons dans les machines à 3 millions d'euros, mais aussi des lapins. Et en fait, ils ont observé l'intensité du signal T2. Vous vous rappelez? C'était un des paramètres qui pouvait dire si le nucléus était en train de dégénérer, enfin, si le disque était en train de dégénérer. Et ce qu'on observe, c'est que dans le groupe contrôle, le nucléus il est bien brillant. Dans les groupes où il y a eu 8 semaines avec la fissure et le groupe où il y a eu 16 semaines avec la fissure, l'intensité du signal dans le nucléus elle est vachement plus basse. Et dans le groupe qui a eu la fissure plus l'arthromoteur, l'intensité, alors elle n'est pas aussi haute qu'avant, mais elle est quand même mieux que dans les 2 autres groupes. Le score de Pfirman, c'est le score de dégénérescence que j'avais donné tout à l'heure, il est beaucoup plus haut, donc qui indique une dégénérescence plus forte dans les 2 groupes qui n'ont pas eu l'arthromoteur. Par contre, dans le groupe contrôle et dans le groupe qui a eu l'arthromoteur, il est plus bas. Évidemment, celui qui a eu la fissure, il est quand même un peu plus haut que dans le groupe contrôle, mais c'est mieux que dans les 2 autres. Et c'est statistiquement significatif. Et le volume du nucléus à la dissection est bien plus important dans le groupe qui a eu l'arthromoteur par rapport aux 2 autres groupes qui ont eu la dégénérescence.
Ça veut dire quoi? Et c'est la première étude comme ça qui montre que les mécanismes de dégénérescence sont réversibles en fait. C'est-à-dire qu'on peut le reverser avec de la mécanique. Alors, encore une fois, on est loin d'une application clinique. On est sur un modèle animal. Il y a besoin que ce soit répliqué, refait sur d'autres espèces animales avant d'aller faire des trucs sur l'homme, hein, d'imaginer des arthromoteurs à lombaire chez l'humain. Alors, on ne va pas être obligé de faire des arthromoteurs à lombaire chez l'humain parce qu'on leur fait faire déjà aux patients en fait. Il y a l'effet de l'activité physique chez les patients et en essayant d'être un peu plus précis, il y a surtout l'effet des mouvements de fin d'amplitude en fait. C'est-à-dire que quand on va mettre des fins d'amplitude, quand on va faire des mouvements de fin d'amplitude sur notre rachis, qu'est-ce qui se passe? On va avoir un effet mécanique qui est bien plus important. C'est-à-dire que ça, c'était une vieille étude qui montrait que le moment de force qu'on va avoir développé sur notre disque intervertébral lors de la flexion, il est exponentiel par rapport à l'amplitude de flexion. Donc là, c'est normalisé. Et en fait, on a une exponentielle qui se fait comme ça. Et le moment de force qu'on développe en fin d'amplitude est bien plus important pour 1 degré gagné en fin d'amplitude par rapport au milieu d'amplitude. C'est-à-dire qu'on va avoir un effet mécanique bien plus important. Et donc ça, moi, ce serait un argumentaire pour que ces patients-là, on essaie de les mobiliser sur la fin d'amplitude. Sachant qu'une dégénérescence simple, sans hernie, sans signe inflammatoire, etc. C'est vraiment une population particulière. Et c'est typiquement ce qu'on fait avec la préférence directionnelle, et on a de très bons résultats avec ça. Et donc je me demande s'il n'y a pas justement ce mécanisme-là qui va être derrière. Ok. Et voilà, il y a les bibliographies. Et voilà. On a un temps de questions-réponses, donc si vous voulez poser toutes vos questions à Jean-Philippe, il est là pour ça. Question. Les disques cicatrisent normalement, alors Difficilement, mais ils y arrivent. difficilement ou les hernies en même temps. Moi, ce que je me pose la question justement, c'est dans ce tissu à cicatriser, fibrosé, où la hernie a disparu, est-ce que ça reprend vraiment des risques ou Non. c'est le tissu anarchique Ouais. et du coup, ça peut laisser quand même des séquelles longtemps. En fait, on le voit bien. Alors attendez, je vais vous remettre. Il y a une image qui le montre très bien. Et celle où il y a les dissections. J'ai pas insisté sur cette valeur, j'ai pas pensé à celle-là. Ok, vous voyez là, ici là, la tronche que ça a ici, c'est pas du tout la même que ce qu'on a là ou que ce qu'on a dans le nucléus équivalent. Et vous voyez que là, le tissu est tout rouge aussi. C'est-à-dire quoi? C'est qu'on a du tissu sanguin qui est venu se foutre là. Donc en fait, dans les études qui ont été faites sur la cicatrisation, donc à nouveau c'est beaucoup fait sur échantillons animaux parce que on peut difficilement aller mettre des coups de scalpel dans le disque des patients et les disséquer après. On retrouve en fait un tissu immature, on le retrouve sur la partie périphérique de l'annulus, on retrouve un tissu immature, granulocitaire de cicatrisation, un peu comme une cicatrice qui a vraiment du mal à se faire, avec des propriétés mécaniques très mauvaises. Et ça a été fait sur trois types d'animaux, donc il y a eu chien, lapin et mouton. Et pour transférer à l'être humain, ça a été fait, en fait, il y a des chercheurs qui sont allés disséquer des disques de patients qui allaient se faire opérer pour une prothèse de disque ou une arthrodèse. Où il était demandé aux chirurgiens de ne pas trop éclater le disque quand ils allaient le récupérer. Et après, c'est disséqué proprement. Et on retrouve la même chose, en fait. Grosso modo, on retrouve un tissu de très mauvaise qualité. Donc, en fait, quand on a une fissure comme ça dans le disque va vraiment galérer à cicatriser. Plus la fissure est importante, plus il va galérer, et plus ça risque de déclencher le mécanisme de dégénérescence. Et donc c'est aussi, alors c'est bien que tu parles du hernie discale parce qu'il y a quand même un lien avec la dégénérescence. C'est pas deux choses totalement séparées, parce que pour avoir une hernie discale, il faut une fissure, c'est-à-dire qu'il faut que le nucléus puisse sortir. Et souvent, le morceau qui est exclu, en fait, c'est le nucléus, c'est du tissu qui est très pro-inflammatoire et qui va être dégradé généralement de manière plutôt bonne la plupart du temps par le corps. Mais par contre, la fissure, elle galère à cicatriser. C'est-à-dire que ça va rester un problème. Et si elle est vraiment importante, bien souvent, ce qu'on observe chez les patients qui vont faire un IRM un peu à distance de leur hernie, c'est que le disque, il commence à dégénérer et ce serait un peu la continuité du truc. Par contre, on peut avoir des fissures sans hernie discale aussi. Ça arrive aussi. Ça répond à la question? J'ai répondu à ta question? Ouais.
pense qu'il pourrait se faire. Alors là, c'est avis personnel. On n'est plus dans la science. Alors, il y a quand même quelques arguments. Ce qu'ils ont fait avec les lapins, tu montres que tu arrives à recréer du plus. Et ça, c'est la première fois qu'il y a une équipe qui montre ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mis l'esprit là. Moi, j'aurais tendance à croire que oui. Mais là, encore une fois, on est sur mon avis basé sur ce que j'en sais. Mais je pense que oui. Je pense que des patients qui vont avoir une gestion pour laquelle on va gérer correctement les contraintes mécaniques du disque, avec une progression en y allant, parce qu'évidemment, on va pouvoir faire des mouvements d'entrée de jeu chez des patients qui ont éclaté le disque direct, mais en gérant correctement les contraintes, je pense qu'on peut avoir le même effet sur les tendinopathies ou le même effet sur les arthropathies. On commence à le voir, qui a potentiellement, avec la course à pied, géré correctement sur les séances fémoro-patellaires, des régénérations de cartilage. Ça arrive. Donc pour le coup, je ne vois pas pourquoi ce serait différent dans le disque. Par contre, il va y avoir des étapes, il va falloir savoir comment, quand, à quelle dose, etc. Il y a tous ces trucs-là à savoir après. Mais potentiellement, je dirais que oui. Et encore une fois, c'est avis. Je reste prudent. Ouais. Qu'est-ce qui pourrait expliquer que certaines hernies sont pas douloureuses, sachant que si il y a une hernie, vous avez dit qu'il y avait une fissure, Ouais. donc autour de la fissure, il y a des fibres. Alors, les hernies pas douloureuses, c'est rare. C'est-à-dire que ça, c'est un peu une légende. Il y a dans beaucoup de cas, je sais qu'on rapporte des hernies non douloureuses, etc. En fait, il y a des critères assez précis pour classifier une hernie à l'IRM. Et bien souvent, ce qu'on décrit comme une hernie, c'est pas une hernie. C'est-à-dire que normalement, dans la classification des IRM, la hernie, on ne l'observe pas sur une coupe sagittale, on l'observe sur une coupe axiale. Et ça doit être un déplacement très local de matériel. Ça ne doit pas être quelque chose qui s'étale, en fait. Et bien souvent, ce qui est, quand on parle de saillie, de bombons, de choses comme ça, c'est le disque qui s'étale. Et ça, c'est pas douloureux. Par contre, quand on a une hernie, une belle hernie qui sort, ça peut. Je dis pas que c'est impossible. Mais souvent, c'est quand même la mesure d'association, elle est assez forte. Elle est à plus de 5 en autre ratio, je crois. C'est quelque chose qui est très fortement associé quand même. Et quand il y en a qui ne sont pas symptomatiques, il y a toujours des cas divergents, comme dans les fissures. C'est-à-dire que, hop, si je remets cette diapo-là, en fait, il y aurait 100% d'association, en fait, l'odds ratio il serait à l'infini. Il ne serait pas à 22. Donc il y a quand même des cas où c'est asymptomatique. Et là, c'est le truc qui nous dit que c'est un gros contributeur, mais sans doute pas que ça. Et notamment, il y a des équipes qui bossent sur l'IRM aussi, avec lesquelles j'aimerais bien collaborer, qui ont développé des séquences qui permettent de faire une caractérisation du contenu chimique du disque. C'est-à-dire que l'IRM ne montre pas de l'anatomie, ça montre un spectrogramme avec il y a telle molécule, telle molécule, telle molécule, telle molécule, telle molécule en telle concentration. Et il s'avère que les disques douloureux, chez qui la discographie est positive, il y a des profils chimiques qui sont très différents en fait, qui divergent du profil non douloureux. Donc il y aurait un effet mécanique, il y aurait sans doute un profil chimique aussi, qui serait déclenché par peut-être cette réaction biologique, peut-être pas, mais il n'y aurait pas que l'aspect anatomique, il y aurait un deuxième truc. Et peut-être que les patients qui ont des fissures radiales ou des hernies, des vraies hernies asymptomatiques, ce seraient des patients chez qui il manquerait un des deux. Donc s'il y a la lésion anatomique, il manquerait le profil chimique. Alors pourquoi est-ce que certains le font et d'autres pas? Ça reste des choses qu'il va falloir expliquer. Sur le mouvement discal, il n'y a pas de fissure. Il peut y en avoir, mais pas systématiquement. En fait, le bombement discal, c'est quoi? C'est ton disque qui a du mal à encaisser la pesanteur. Donc en fait, il fait un peu le pneu dégonflé. Il s'étale un peu comme ça. Et ça, typiquement, c'est un disque, quand les disques dégénèrent, ils font ça. Donc ils peuvent dégénérer pour plein de raisons. Parce qu'ils vieillissent, parce qu'il y a une fissure radiale, et que ça a bien avancé, que là, pour qu'on n'est plus sur un phénomène local, là, c'est tout le disque qui est en train de trinquer, ou sur une fracture des plateaux vertébraux. Donc ça, c'est un truc assez hétérogène, qui peut ou ne peut pas faire mal. Si tu as un bombement assez important chez quelqu'un qui a 20 ans, c'est pas normal. Si tu as ça chez quelqu'un qui a 40-50 ans, a priori c'est normal. Enfin, c'est plus normal. Okay, mais voilà, c'est ce truc des hernies discales qui sont asymptomatiques, il y en a, mais il y en a beaucoup moins que ce qu'on croit, parce que bien souvent, le terme est un peu galvaudé et la classification est mal faite à lire. Et quand c'est bien fait, il y en a quand même, souvent ça fait mal quand même. Qu'est-ce que tu fais avec des études? Parce que comme on dit tout le temps de l'ING qui dit qu'à 60 ans, tout le monde a une hernie sans douleur. Alors, c'est bien que tu poses la question, je veux dire, cette étude. Alors
déjà, j'en ai cité une deuxième là, si tu vois, si tu vois la référence là, ça c'est la deuxième, mais la première. Alors, merde, il faut que je branche mon ordi. Est-ce que je peux te transférer une deuxième présentation? Parce que j'aurai besoin d'un peu d'autres matières. Ça risque de pas être très sympa. Alors, ça c'est une présentation que j'ai faite au CIFEPCA cette année là, au congrès des étudiants kinés, justement sur cette étude-là. Et sur ce qu'elle dit, et surtout sur ce qu'elle ne dit pas. Hop. CIFEPCA, oui, c'est celle-là. Merde, ouais, elle est un peu lourde. Ouais, ça va aller. Comment? Tu dis que c'est mal interprété selon la IRM. Moi, en clinique, ce que je vois très quotidiennement, c'est des gens avec leur douleur à gauche et qui arrivent avec l'IRM qui dit hernie à droite. Alors ça, souvent aussi, très souvent. Alors maintenant, tu vois, je bosse beaucoup avec des chirurgiens. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de consultations avec eux et j'ai appris à lire les IRM avec eux. Je me débrouille pas trop mal maintenant. Et en fait, l'IRM, il y a un truc qui est pas facile. Hein. C'est que la gauche, c'est la droite. Et la droite, c'est la gauche. Et ça, c'est un truc qui te trompe très souvent. Et bien souvent, en fait, le patient te dit qu'il a l'hernie à gauche. En fait, non, elle est à droite, l'hernie. Elle est là. Et quand tu lis l'IRM, droite, c'est là. Droite, c'est là. Gauche, c'est là. Pas toujours. Le radiologue, il le voit pas souvent, hein, le compte rendu. Bon, bref. Après, il peut y avoir des cas divergents. Mais vraiment, moi, ce que je constate, vraiment en pratique, maintenant que je sais lire l'IRM et que je le regarde, des divergences comme ça, j'en vois pas beaucoup moins. J'en vois beaucoup moins qu'avant, en fait, que je savais pas lire l'IRM. Où ils ont des hernies en L2, et puis quand tu regardes les symptômes, ils sont de l'autre côté. Alors ça aussi, je peux te donner des explications. En fait, en termes de variation anatomique au niveau de tes racines nerveuses, tu as une énorme variabilité. Hop, et ça, pareil, alors je pourrais montrer une autre présentation où tu vois toutes les variations possibles anatomiques que tu peux avoir. Et pour le coup, les territoires, comme on les décrit, ça colle pas à une réalité anatomique, en fait, bien souvent. C'est-à-dire que dans 20 à 25% des cas, tu as des variations de territoire, avec des anatomoses qui se font, des endroits où tu as une racine qui sort, une racine qui ne sort pas. Alors, j'arrive sur Brigigi. Donc c'est cette fameuse, celle où on a ces infographies qui ont été sorties. Alors, je reviendrai sur l'infographie en question juste après. On va juste prendre, hop, elle est où? Voilà, c'est là. On va juste prendre deux trucs. Le tableau qui est issu de l'étude, qui est justement à partir duquel on a fait ces infographies-là. Le titre du tableau, il est vraiment important. C'est Age Specific Prevalence Estimates. Et ce mot-là, il prend toute son importance. Il y a un renvoi à la ligne, Estimate with a General Linear Mixed Effect Model. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est un modèle mathématique. Ça n'a pas été observé chez les patients. C'est des données qui sont issues d'un modèle. Et c'est très bien décrit dans les matériels et méthodes. Ils ont estimé les catégories et après ils ont fait un fit sur un linéaire, ils ont fait un processus mathématique pour déterminer ça. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait réellement? En fait, alors ça c'est du curve fitting et de la modélisation mathématique, j'en utilise beaucoup moi en recherche. Ouais. Ah, qu'elle conclut cette étude? Elle conclut ça. Hop. Voilà, elle conclut à ça. C'est-à-dire que chez les gens chez les gens asymptomatiques, quand tu fais un IRM chez quelqu'un d'asymptomatique et que tu cherches des différents signes que tu peux avoir, comme de la dégénérescence de disque, des bombons de disque, des hernies discales, de la dégénérescence des facettes et des spondylos, tu as une augmentation assez stable de ta prévalence avec l'âge. C'est-à-dire que plus tu avances en âge, plus tu as une augmentation qui se fait de manière stable. Et quand on regarde, vraiment, hein, ça fait quelque chose de très régulier, très progressif, très linéaire, comme un modèle linéaire. En fait, ça, c'est juste le résultat d'un modèle qui est linéaire, et en fait, c'est le résultat qu'on peut attendre d'un modèle linéaire, en fait. Un modèle linéaire, c'est quoi?
une modélisation mathématique, c'est quoi? Alors ça, c'est un truc que j'ai fait pour une autre étude, où c'était par rapport à des courbures de Rachis, mais bon bref, ça c'est pas grave. Tu as des points, tu as des données qui sont réparties. Donc là, les chercheurs ont fait quoi? Ils sont allés chercher dans la littérature les trouvailles, les prévalences des différentes trouvailles qu'ils retrouvaient. Ils ont placé des points sur un graphique. Et ils ont dit, voilà, pour l'âge de 20 ans, pour le spondy, on a 3 études qui nous donnent 3 prévalences. À 40 ans, on a tant d'études qui nous donnent tant de prévalences. Bref, ils ont tout positionné sur le rachiste, enfin sur leur graphique. Et après, ils ont fait passer une droite à l'intérieur. Donc, c'est ce qu'on appelle un fit linéaire. C'est-à-dire que la droite, ils la font passer. Et l'idée, c'est que cette droite-là, elle passe de manière à ce qu'il y ait le moins de distance totale entre tous les points. Okay, donc, c'est la droite qu'on a là. Elle est en noir, là on ne voit pas parce que j'en ai mis plein, mais c'est la droite en noir. Okay, seulement, quand tu as une droite, et que tu as des points qui sont répartis comme ça, en fait, ça va tracer une droite. Les variations que tu vas avoir, tu ne les vois pas. Et donc, pour vérifier la qualité de ton fit, à quel point la droite est représentative des données que tu as, il y a ce qu'on appelle le goodness of fit. C'est une statistique, c'est une mesure que tu prends, que tu calcules, qui te permet de savoir si tu as quelque chose qui colle à tes données. Et pour le coup, là, dans le modèle que j'ai, là, avec l'espèce de sinusoïde, là, comme ça, ben, la droite, elle a un goodness of fit qui est relativement faible. Ça va de 0 à 1, plus c'est proche de 1, plus ton modèle colle à tes données. Et typiquement, pour ce patient-là, pour ce truc-là, ce qui colle le mieux, c'est une équation qui va nous faire une espèce de courbe comme ça. Donc c'est une équation avec un polynôme du 4e degré. Bon bref, non mais ça c'est la machine qui calcule pour moi quoi. Et en fait, il y a besoin d'avoir une équation plus complexe. Maintenant, on prend la prévalence, on prend l'âge des patients qui vont se faire opérer pour une hernie discale. C'est pas à 70 ans que tu te fais opérer une hernie discale, hein. C'est à 40 ans. Hein. À 70 ans, tu n'en as plus des hernies discales. Pourtant, l'étude de Bruni-Gigi, elle te trouve plus de hernies discales à 80 ans qu'à 40 ans. Ça, c'est une divergence totale par rapport à ce qu'on voit. Donc, on peut réellement questionner ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas menti. Hein. Dans leur étude, leurs méthodes sont clairement décrites, ils ont clairement expliqué ça. On peut critiquer ce qu'ils ont fait. Ils ne donnent pas le goodness of fit, donc on ne connaît pas la qualité de leur modélisation. Mais ils ont dit qu'ils ont fait ça et ils présentent ces données-là. Ce qui a posé problème avec cette étude-là, c'est ce qu'on a vu juste avant. Et vous allez me dire que je vais radoter parce que je ne les aime pas, ces réseaux. Mais c'est certaines personnes sur les réseaux sociaux qui font des généralisations abusives sur plein de trucs, on en a plein en France aussi, et qui ne savent pas, enfin qui ne comprennent pas ce qu'ils disent. Alors soit ils ne comprennent pas, soit ils sont malhonnêtes, et qui ont diffusé ça en mode très putaclic, en genre oui, les IRM ça sert à rien, etc. Sauf qu'ils n'ont pas compris ce qu'ils ont lu en fait. Quand tu redécortiques l'étude, tu te rends compte qu'en fait, il y a quand même des limites assez importantes et qu'il faut prendre ça avec beaucoup de précautions. Et je suis d'accord qu'il y a des éléments qui sont visibles chez les gens asymptomatiques, notamment au niveau de la dégénérescence du disque, parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, tu as des limites à l'outil, et l'IRM ne va pas te montrer la pathologie en soi, il va te montrer les conséquences que tu peux avoir aussi avec du vieillissement. Et quand tu connais ces limites, ben, par exemple, là, tu vois, par exemple, là, j'ai eu le cas cette semaine, j'ai eu 2 nouveaux patients, une patiente de 73 ans avec 2 disques complètement aplatis, etc. Elle, moi ça, c'est pas problématique. Et surtout, c'est que cette dame-là, elle a quasiment pas mal. Elle est juste un peu déconditionnée, on fait du reconditionnement et terminé, c'est réglé. Enfin, il y a pas, c'est pas problématique. Par contre, j'ai une jeune de 25 ans avec un disque comme ça, c'est pas la même histoire du tout. Hein. Et là, elle, je sais pas si ça va pas finir en chirurgie. Parce que ça, c'est pas normal du tout à son âge-là. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on peut pas balancer le truc comme ça. On peut pas arriver en mode, t'as ça, c'est ça qui pose problème. Quand je donne les cours de lecture d'imagerie, quand je fais en formation continue ou que je fais en école de kiné, l'imagerie, elle ne peut pas être... Alors, il nous faut obligatoirement l'âge du patient pour pouvoir l'interpréter, mais il nous faut une deuxième chose, il nous faut obligatoirement l'examen clinique pour pouvoir l'interpréter. Et sinon, ça ne marche pas, c'est pas possible. Donc, il y a des limites, il faut connaître les limites, mais il ne faut pas jeter l'outil non plus. Et justement, là, le fait de revenir sur cette étude, et c'est très bien que tu le fasses, c'est qu'on a eu tendance, là, ces dernières années, avec cette étude-là, à tout balancer, alors que non, il faut revenir un peu dessus, et il y a des choses intéressantes dedans. Mais ne pas lui donner trop d'importance non plus. C'est-à-dire que quand j'ai des patients qui me disent, il y a un chirurgien qui veut m'opérer, il m'a juste demandé d'envoyer l'IRM,
et je vous opère à partir de ça. Ça, c'est la plus grosse connerie à faire. C'est le meilleur moyen de chier le patient. Voilà. Je ne sais pas si je réponds aux questions, ou pas trop. Pas réellement. Ouais. T'es pas satisfait. Alors, dis-moi. Mais je vois pas. Ok, tu dis que ça ne correspond pas aux mathématiques, mais comment t'expliques à 80 ans qu'ils ont des asymptomatiques? Non, il n'y a pas de hernie à 80 ans. Des vraies hernies à 80 ans, t'en vois pas. Hein. Des vraies hernies à 80 ans. Qu'est-ce qu'ils ont vu dans ce cas? Mais si, c'est leur fit, enfin, c'est leur modèle qui va pas. C'est-à-dire qu'en prévalence, hein, regarde, attends. On va prendre les vrais. Alors, attends, je te reprends ça, hop, ça. Ça, ces données-là. Ça, là, c'est issu d'une cohorte qui a été collectée sur 15 ans avec des patients qui ont été opérés en Norvège. C'est-à-dire que les chirurgiens norvégiens sont hyper organisés, beaucoup plus que les Français. C'est-à-dire que dès qu'ils font des chirurgies, il y a un fichier central au niveau national qui recueille toutes les informations de tous les patients. Donc en fait, on peut le questionner et on peut avoir toutes les informations démographiques des patients qui ont été opérés sur ces 15 dernières années en Norvège. À 80 ans, le taux de chirurgie, il est là. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hernie discale. C'est pas pour ça qu'il n'y a pas des Alors, première chose, ça, c'est l'information épidémio. Ce serait quand même étonnant, vraiment, que le disque pathologique soit radicalement différent en termes de prévalence de comportement qui sort de la norme qu'un disque asymptomatique. Ce serait vraiment, vraiment étonnant. À la rigueur, que tu aies une petite divergence, à la rigueur, mais qu'à 80 ans, tu retrouves 90% de hernie discale alors que tu n'en as jamais qui sont opérés, ce serait quand même gros. Hein. Ce serait quand même une sacrée divergence en termes de mathématiques, premièrement. Deuxièmement, les propriétés mécaniques du disque, à 80 ans, ne nous permettent pas de faire des hernies discales. En laboratoire, quand tu veux créer une hernie discale, si tu prends un disque qui est dégénéré, tu ne créeras pas de hernie discale. Quand tu prends un disque qui est vieux, tu ne créeras pas de hernie discale. C'est pas possible. Enfin, tu pètes la vertèbre avant de péter le disque. Donc en fait, ça ne colle pas au niveau mécanique, ça ne colle pas au niveau propriété biologique du disque, ça ne colle pas au niveau mathématique, au niveau épidémio. Ça colle pas, c'est tout. Ouais, c'est ça. C'est tu pètes la vertèbre avant de péter le disque hein, chez quelqu'un d'âgé. Hein. C'est ça qui pose problème. Et donc pour le coup, à 80 ans, si tu as rien discale à 80 ans, je dis pas que c'est impossible, mais c'est anecdotique. C'est-à-dire que c'est pas des cas fréquents. Hein. Une vraie hernie, hein, j'entends. Hein. C'est pas un disque qui dégénère, une vraie hernie. C'est pas fréquent. Et pour avoir discuté avec pas mal de chirurgiens, pas mal de radiologues, les radiologues qui font pas, qui entretiennent pas le voilier, hein, des radiologues qui font un peu de recherche ou qui sont intéressés par ce qu'ils font, elles disent à 80 ans, t'en vois pas. Hein. Enfin, ou alors, si t'en vois une, t'appelles les collègues, tu fais putain, j'en ai eu une, quoi. C'est plutôt ça, quoi. Je réponds plus à la question ou pas? Toujours pas, t'es pas convaincu. Non, mais je ne suis pas convaincu parce que toi, tu parles vachement par rapport à la pathologie, alors que j'essaie de plus le ramener à la clinique avec oui, des gens qui seraient sans symptômes. Et ces hernies qui sont vues, est-ce qu'elles sont arrivées de la même manière que ce que toi tu décris, ou est-ce qu'elles sont arrivées de manière beaucoup plus progressive, beaucoup plus lente? Bah ça on n'en sait rien parce que ces patients ils sont pas étudiés étant donné qu'ils posent pas de problème. Ils sont étudiés juste une fois. Mais grosso modo, c'est rare, hein, vraiment. Quand tu prends. Ça permet justement de mettre un holà à ce que je reçois en cabinet où les gens ils arrivent avec une IRM marquée hernie. Attention. Et que justement ça ne correspond pas à leurs symptômes, c'est pas du bon côté, c'est pas. Je suis pas en train de dire qu'il faut aller remettre le nez dans l'IRM au patient, c'est pas ça. Là, on n'est pas en train de parler de communication avec le patient. On est en train de parler vraiment de rationnel, de est-ce que ce qu'on voit et ce qu'on voit à l'imagerie peut prédire un truc ou pas. Après, la manière dont tu vas le prendre le patient, c'est une chose différente. Mais là, alors, on va reprendre Miniji, puisque tu l'as cité, la deuxième revue systématique de Miniji, quand tu prends la différence que tu as entre les symptomatiques et les asymptomatiques pour l'hernie discale, elle est assez énorme hein, en termes de prévalence. C'est pas un peu. C'est-à-dire que les vraies hernies discales qui respectent les critères de diagnostic comme ils ont été établis par la société savante pour leur classification, il y en a peu. Ça arrive, mais c'est anecdotique.
chez les gens qui n'ont pas mal. Et souvent, c'est des confusions qui sont faites. En termes de, enfin, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est des confusions qui sont faites dans les définitions. Et des vrais indices à l'asymptomatique, alors je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est rare. C'est souvent des bons moments ou des séries discales. Chez lesquels on confond, et c'est le disque qui s'étale. C'est pas la même chose au niveau pathologique, au niveau mécanique. C'est pas non plus un nautilus. C'est pas un nautilus qui déplace. C'est une quantité de collagène, de pression qui se déplace par rapport au centre de pression et qui fait qu'on a une modification et qui nous dit parce que quand on fait une dissection d'un disque, il n'y a pas un truc au milieu qui se balade. On a une densité de collagène qui, par le jeu de pression, va globalement se concentrer parce que justement il y a moins d'eau et comme il y a moins d'eau, il y a moins de. Parce qu'en fait, un disque, ça n'absorbe pas, ça transmet de l'énergie. L'évolution, c'est que le disque, au fur et à mesure, perd justement sa partie liquidienne et qu'il y a une anastomose du système pour protéger le système nerveux central. Donc c'est vrai qu'au-delà d'un certain âge, il n'y a plus de hernie discale. On a des canaux oméga 3, on a des d'autres pathologies. Foramen, on a tout un système qui d'autres protège le pathologies. système nerveux central, mais on n'a plus moins ce type de pathologie. Et vraiment, hein, Non, par contre, ce qui est hyper intéressant dans ce que vous avez annoncé, c'est la notion de l'importance de la dynamique dans la prise en charge de la pathologie. Il faut faire bouger une hernie dans la mesure où elle est possible. Toutes les nouvelles approches qu'on a, tant que la hernie est juste sensitive, on bouge en normocompression au maximum de ce qu'on peut pour essayer de récupérer une cicatrisation cellulaire. Ça, c'est hyper dommage. Il faut faire la suite. mais il me faut les sous pour pouvoir continuer. Quand tu parles de hernie discale, ça arrive plutôt de manière traumatique. Non, tu peux en avoir des traumatiques et des atraumatiques. Ça, c'est le mécanisme de déclenchement. Les mécanismes traumatiques sont bien compris. C'est des mécanismes forcés en flexion quasiment à chaque fois. Les atraumatiques, c'est plus délicat. Il y a surtout une part de génétique dedans. C'est un peu moins bien compris ça. Et la deuxième question, c'est du coup l'IRM en clinique, en pratique, tu vas l'utiliser comment toi, du coup? De plein de manières différentes. En fait, alors, souvent on n'en a pas besoin. Déjà, c'est le premier truc. C'est un lombalgie commune. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, on n'a pas besoin. Et les recommandations qui sont faites sur l'IRM, elles sont plutôt bien faites. C'est-à-dire que lombalgie commune sans irradiation dans les jambes, pas d'IRM avant 3 mois si ça évolue. C'est une recommandation qui pour le coup est très cohérente et qui est plutôt bonne. Et sur tout ce qui est projection radiculaire, hors signe inquiétant, avant 6 semaines, pas d'IRM. C'est des recommandations qui sont plutôt cohérentes. Et en plus, bien souvent d'un point de vue diagnostique, avec l'examen clinique, on est meilleur. Enfin, on peut faire sans. Alors, le truc, c'est que normalement, dans la stratification des soins, normalement, ce qu'il faudrait, c'est avant que le patient ait l'IRM, il ait la kiné avant. C'est-à-dire que nous, on est l'examen clinique. C'est-à-dire que quand tu construis une logique de diagnostic, tu as 1, les données de l'anamnèse, 2, les données de l'examen clinique, 3, les examens complémentaires. Et en fait, le truc, c'est que bien souvent, l'anamnèse et l'examen clinique, les médecins généraux ne sont pas formés à faire ça. En tout cas, sur la lombalgie, ils ne sont pas formés à faire ça, donc ils ne le font pas. Donc ça passe directement à l'étape de l'imagerie, et nous, on a le patient après, et c'est nous qui faisons tout ça, alors qu'on a déjà les examens d'imagerie. Donc, pour le coup, quand on les a, bon, autant s'en servir, et autant que ce soit utile. Pour le coup, le diagnostic, c'est vraiment une logique de probabilité. C'est-à-dire qu'on a les catégories, et c'est tout du long où on récupère les informations, où on fait les tests, c'est des probabilités qui varient. C'est-à-dire qu'il y a toutes les possibilités, et puis ça varie, ça fluctue, jusqu'à un moment où il y en a certaines qui deviennent de plus en plus probables. Okay, par exemple, discopathie inflammatoire ou discopathie dégénérative, ou je sais pas, on pourrait mettre douleur zygapophysaire ou douleur sacroiliaque. Bref, tu as des catégories qui deviennent plus probables, mais après il y a un moment il faut arriver à des éléments qui font fluctuer. Et l'IRM, c'est ni plus ni moins qu'un autre outil qui va te permettre de faire fluctuer ces probabilités-là. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va te donner le diagnostic final. C'est-à-dire que si tu as un IRM qui montre une discopathie dégénérative assez avancée chez quelqu'un de moins de 30 ans, la probabilité pour que la douleur soit liée à ce disque-là, elle est plus importante. Ça ne veut pas dire que c'est ce disque-là qui fait mal, mais ça met du poids sur cette catégorie-là, sur cette possibilité-là. Après, à voir ton examen clinique, est-ce qu'il correspond?
Il y a des signes cliniques qui permettent de repérer des douleurs discogéniques, ça a été plutôt pas trop étudié, donc on a vu la préférence directionnelle, mais vous avez aussi, hop, 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 hop. Alors ça vous l'avez déjà vu, ça c'est les trucs, hop, je vais présenter. Ah, c'est qu'il faut se mettre à ça. Ah non. Ah bah merde. Crachage. Bref, il y a, ouais si tu peux en mettre c'est bien, mais après je vais les montrer. Donc on a vu la préférence directionnelle, ça c'est un signe qui est indicateur de douleur discogénique. Tu as aussi dans l'anamnèse des patients, quand tu as un patient qui est récurrent avec des fonds de chronicité, c'est-à-dire le patient qui dit je fais des épisodes régulièrement, mais ça redescend jamais à zéro complètement, j'ai toujours un petit fond, ça c'est assez associé avec une douleur discogénique aussi. Tu as une obstruction majeure de l'extension, c'est-à-dire que le patient qui est là, ça part pas, ça c'est fortement associé avec une douleur discogénique. 3, tu as, alors, ça s'appelle la vulnérabilité en zone neutre, je trouve que le terme est mal étiqueté, mais grosso modo, le patient qui a du mal à initier la flexion, c'est-à-dire que quand il commence, ça fait mal, et après ça va, et quand il remonte, il fait ça fait mal, et après ça va. C'est vraiment le passage là sur les 15-20 premiers degrés de flexion, je pense que vous l'avez déjà vu avec des patients, et des fois ces patients-là, ils l'esquivent à moitié, ils font un truc un peu comme ça. Tu vois, ça aussi, c'est associé avec une douleur discogénique. Donc quand tu as quelqu'un qui, de moins de 30 ans, avec une discopathie avancée à l'IRM, qui présente ces signes-là, ben, en fait, c'est un élément plus un élément plus un élément plus un élément, ça augmente la probabilité que tu aies ça. Donc toi, en fait, ça te dit ce qu'il y a. Après, comment tu l'utilises après en clinique? Ben, là, non, c'est pas qu'elle ne sert à rien, c'est que ça me rajoute du poids. Mais comme je t'ai dit avant, non, bah non, justement. Mais le truc, c'est que quand tu as l'IRM, autant l'utiliser. C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et c'est ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire qu'un patient comme ça, moi qui présente tous ces signes-là, je n'envoie pas faire un IRM. Il n'y a pas besoin. Par contre, quand tu commences à avoir un doute, où tu vois, typiquement, tu es face à quelqu'un de jeune qui présente ces signes de discopathie, tu as commencé à le mettre en traitement et ça avance pas, tu fais des mouvements sur l'amplitude où tu mets en charge, ça avance pas, bah, il y a un moment, il va falloir confirmer. Et si tu fais l'IRM, ça confirme, ok, bah, l'étape d'après, ça va être quoi? Bah, on va essayer de... Quand tu essaies d'avoir un traitement ciblé spécifique qui ne fonctionne pas, bah, tu vas essayer d'améliorer tous les autres paramètres à côté. Donc on améliore le sommeil, on améliore l'hygiène de vie, on améliore le conditionnement physique, etc., pour essayer de faire en sorte que ce truc-là soit le moins problématique possible. Si ça reste toujours problématique, bah, on va se poser la question de potentiellement un truc un peu plus invasif à un moment. Mais c'est une construction que tu fais de cette manière-là. Mais dans beaucoup de cas, dans énormément de cas, si on sait faire correctement l'examen clinique, l'IRM, on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que quand tu as un patient qui arrive, qui te dit j'ai une douleur qui part du dos jusque dans le gros orteil avec des picotements, des fourmillements, des décharges électriques, qu'il a un examen, enfin qu'il a une perte de sensibilité sur tout le trajet du gros orteil avec un SLR qui est avec un test de lacet qui est limité à 20 degrés, tu sais ce qu'il a ce patient, enfin t'as pas besoin d'IRM pour le savoir quoi. Après, si tu mets ton traitement et que ça progresse, etc., on s'en fout, tu sais, tu as une probabilité qui est suffisamment élevée pour lancer ton traitement kiné et que ça fonctionne. Maintenant, ça ne fonctionne pas. L'étape d'après, c'est qu'il nous faut une injection. Et à quel endroit on lui met l'injection? Ça, avec l'examen clinique, c'est beaucoup plus délicat à déterminer. Donc là, il y a besoin d'imagerie pour aller mettre l'injection. Okay, en fait, si c'était fait correctement, je vais peut-être dire, je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, non, il y a des médecins ou pas? Si c'était fait correctement, c'est nous qui devrions prescrire. Et sur la base de notre examen clinique. Et il y en aurait beaucoup moins, parce que dans beaucoup de cas, on n'en a pas besoin. Mais par contre, voilà, c'est à partir du moment où ça va changer la prise en charge, où on passe à une étape un peu plus invasive, c'est là où on a besoin de l'avoir. Okay, mais je suis d'accord avec toi, dans beaucoup de cas, il n'y a pas besoin. Alors maintenant, quand il est là, autant t'en servir. Donc là, je m'en sers d'un point de vue raisonnement pour moi. Maintenant, comment je m'en sers avec le patient? Parce que ça, c'est intéressant. Beaucoup de patients arrivent, et là je te rejoins, ils sont en panique totale quand il y a l'IRM. C'est-à-dire que j'ai les hernies, mon disque il est pété, je vais devenir handicapé, enfin bref, c'est du délire à chaque fois. En fait, le truc, vraiment, et j'ai testé plein de choses différentes. Dénigrer l'IRM, ça ne marche pas, ou peu. C'est-à-dire que souvent tu as de la résistance, souvent ça se met à discuter, souvent, il y en a que tu vas convaincre, mais pas tous, et tu en as qui... Ouais, mais ils vont dire, ouais, mais moi, c'est pas... Enfin, tu auras toujours des discussions. Moi, plutôt que d'aller contre l'IRM, je vais m'en servir pour désamorcer tout ça.
C'est-à-dire que le premier truc que je fais au patient, je dis, est-ce qu'on vous a montré ce qu'il y a sur l'IRM? La plupart du temps, non. Déjà, personne ne lui a expliqué, il a lu le compte-rendu, ou personne ne lui a montré les images. Là, moi maintenant, enfin, ce que je fais, je prends l'IRM, je le mets dans l'ordi, je le lis moi avec le logiciel en fait. Derrière, je dis au patient, regardez, ben on va regarder. Je mets l'ordi et on regarde. Je dis voilà, ça c'est vos disques, ça c'est vos vertèbres, ça vous voyez là, ceux-là ils sont, enfin là on a des disques qui ont un aspect normal, celui-là il a un aspect qui est moins bien. Et tu lui montres et là, en fait, ce qui pose problème bien souvent, c'est pas le mot dégénérescence, c'est pas le mot hernie discale, c'est pas ça, c'est l'image que le patient s'en fait. L'idée derrière lui montrer ce qu'il y a, c'est lui montrer réellement ce qu'il y a. Et tu mets une image sur le mot. Et tu enlèves le fantasme que lui va se faire. Tu lui montres ça, et maintenant, alors déjà, toi, là tu prends un sacré develop au niveau de la vision que va avoir le patient de toi. C'est-à-dire que bien souvent, voilà, moi les réactions que j'ai, c'est ah, vous savez faire ça les kinés? J'étais ah, bah, oui, exemple. Et donc la crédibilité que tu as, elle monte d'un cran. Et derrière, là, tu as la porte pour raconter tout ce que tu veux sur l'IRM. Ouais, mais c'est ça, parce qu'en fait, quand tu es face au radiologue qui lui a dit qu'il y avait ça, si toi tu es en disant ouais, mais ça sert à rien, ça va pas. Là, tu montes ta crédibilité en faisant ça, tu lui montres rationnellement ce qu'il y a, et après, derrière, je dis voilà, maintenant on voit que ce disque-là, il est un peu faiblard, il est en train de souffrir, mais qu'est-ce qu'on peut faire dessus? Et là, toi, tu as la porte pour dire tout ce que tu veux. Et moi, je dis, les disques, ils adorent une chose, ils adorent bouger. Donc en fait, ils aiment recevoir de la pression, ils aiment bouger comme ça, ils aiment bouger comme ça. Et donc là, c'est ce qu'on va faire. Si ça ne suffit pas et que le patient est toujours paniqué, j'ai une autre route de secours, c'est ok, très bien. Je refais ça. Hop. Alors elle est où? Allez, je crois qu'elle est loin cette diapo que j'utilise. Je l'utilise texto avec les patients comme ça. Je peux vous le laisser aussi, hein, le diapo des Cifepia, la feinté. Merde, ça a replanté. Bref, bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai une diapo avec deux voitures. Une voiture neuve et une voiture qui est un peu vieille, avec un peu de cabossage et on voit qu'elle a vécu un peu. Et je montre les deux photos au patient, je dis laquelle fonctionne. Le patient, il te dit toujours la neuve. Tu dis, et qu'est-ce que t'en sais? C'est une photo. T'as jamais pris une voiture neuve qui était une vraie merde et qui fonctionnait pas? Il dit, ah oui, c'est vrai, ça peut. Donc, parce que c'est une photo, tu ne peux pas savoir. Ton IAM, c'est quoi? C'est une photo de ton dos. Tu me dis que tu as mal quand tu marches, quand tu cours, quand tu te penches en avant. Rappelle-moi, dans quelle position tu étais dans l'IRM? Tu étais allongé. Et qu'est-ce que tu faisais dans l'IRM? Bah, pas grand-chose. Oui, en effet, tu bougeais pas. Et tu es en train de me dire que sur la base d'une photo prise dans une position, tu peux savoir comment ton dos il bouge, alors que tu n'es pas capable de le faire avec une voiture? Et là, généralement, il réfléchit un peu. Il dit ouais, c'est vrai que c'est pas con ça. Il dit regarde moi ce que je te fais faire, le bilan que je suis en train de faire. C'est quoi? Je regarde comment ton dos il bouge. J'ai l'image qui me décrit comment est ton dos. Maintenant on bouge. Et là ce que la mécanique est en train de me dire, c'est que ça fonctionne. Certes, il y a un peu de rouille, il y a un peu de cabossage, mais ça fonctionne. Et ça fonctionne même plutôt très bien. Et après tu peux embrayer sur ce que tu veux. Et quand tu passes par ces étapes-là, tu n'es pas en train de lutter contre l'IRM, tu l'utilises. Et tu le détournes, il le voit de manière problématique, tu lui changes la manière qu'il a de le voir. Et ça fonctionne beaucoup mieux, je trouve. C'est une étape, enfin, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, qui passe beaucoup mieux. Après, si vous ne savez pas lire l'IRM, il n'y a pas besoin de savoir le lire pour faire ça. Hein. C'est-à-dire qu'avant de savoir le lire, je ne savais pas le lire, je le faisais quand même. Comme ça. Et vous pouvez raconter ce que vous voulez après. Hein. En ce moment, commence à se développer peu à peu les IRM en charge qui sont beaucoup moins précis à première vue justement que les IRM standards. Est-ce que tu penses que sur le long terme, ça peut être un truc qui sera intéressant à l'usage ou pas? Oui et non. C'est très élevé de question. Oui et non. En fait, alors, les IRM en charge, en fait, une des autres limites qu'il y a dans l'IRM, c'est là où c'est important de bien voir avant de jeter tout en bloc, c'est savoir où sont les limites du truc. L'IRM, le problème, on l'a dit, c'est un examen qui se fait immobile. Et de deux, il se fait en décharge. Et ça, c'est un énorme problème pour le rachis. Donc, il y a des IRM qui existent en charge. Ça se fait depuis très longtemps, en fait. Hein. C'est quelque chose qui existe depuis un moment. Le problème des IRM en charge, alors là, on arrive sur les trucs techniques de l'IRM, c'est que tu es obligé d'avoir une alimentation qui est ouverte. Donc, tu perds vachement de champ. Donc, la qualité de ton image, elle diminue énormément. Et en fait, en IRM, tu peux faire à peu près tout ce que tu veux, mais il faut du temps. Et plus tu as un aimant qui est puissant, plus tu peux faire les choses vite.
Et le problème des IRM en charge, j'ai un collègue chercheur là qui est allé en faire une pour un sujet de thèse, enfin pour un sujet de recherche, et moi je vais en faire un aussi. Il y en a un en Angleterre qui fonctionne pas trop mal, mais pour prendre une image d'extension cervicale, il est resté une demi-heure dans la position d'extension maximale. Lui, il a pas mal au cou. Hein. T'imagines un patient. De deux, il ne faut pas que le patient bouge pour avoir une qualité d'image correcte. Si tu bouges là-dedans, sachant que tu as une alimentation qui est pourrie, pendant une demi-heure avec la tête en l'air, ben c'est mort. Enfin, tu vas te retrouver avec des trucs tout pourris. Donc en fait, c'est une idée qui est intéressante, mais qui dans sa conception, ça va rester un vieux pieu pendant un moment. Il y a des alternatives, c'est-à-dire qu'il y a des équipes qui ont fait, alors ça sera plus pour l'arraché lombaire que pour l'arraché cervical, qui ont mis une plaque au pied du patient avec un harnais, et ils rajoutent la pression du corps avec le harnais en fait, et pour ajouter la pression axiale. Et ils arrivent à avoir des choses qui sont correctes. Donc ça peut être une option, c'est très peu fait, c'est les Japonais qui ont fait ça, et quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais voilà, c'est peu fait. Mais l'IRM en charge, c'est problématique. Tu vois, les chirurgiens avec qui je travaille, beaucoup, qui sont des gars qui font beaucoup de recherches et tout, et qui font la clinique compliquée avec des patients, ils n'utilisent pas l'IRM en charge, parce qu'il pourrait y avoir accès, parce qu'il y en a un appareil, ils disent à chaque fois qu'on a des images de sang, tu vois rien, c'est merdique, on ne voit pas ce qui se passe, ils n'utilisent pas. Ils utilisent d'autres examens qui peuvent se faire en charge, il y a des produits de contraste ou des choses comme ça, ou ils utilisent de l'injection diagnostique, mais l'IRM en charge, c'est sûr que ce serait beaucoup mieux, mais il y a des contraintes techniques qui font que ce ne sera pas intéressant, et ce ne sera pas intéressant avant très longtemps, je pense. Comme idéalement, hein, le mieux, le must du must, hein, c'est tu fais bouger le patient dedans, ça ce serait monstrueux, mais on n'y est pas encore. Et on n'y est pas encore, et on y sera sans doute, enfin pas avant très longtemps, parce que là la technologie ne permet pas du tout de faire ça. Et par exemple, là, moi, dans le travail que j'ai fait de thèse, quand on a eu ces échantillons-là avec le sédiment canadien avec d'agneau, il nous restait 2 heures de créneau d'IRM, je m'en ai pris sur 3 jours, mais je me suis mis dedans, j'ai dit, vas-y, on y va, je vais me mettre dedans, je vais me mettre en flexion, en extension dans l'IRM, on va prendre des disques. Le problème, c'est qu'il y a l'aorte qui bat juste à côté. Et en fait, rien que les mouvements de l'aorte, avec ce type d'IRM-là, ça flinguait toute l'image. Donc ça demandait un travail encore de 2-3 jours de séquence pour virer les interférences liées à l'aorte. Et là, c'est pas grand-chose, hein. Ça comptait, tu vois, dans l'analyse. Donc en fait, c'est compliqué. Mais oui. Alors, ça a été fait, ça a été fait dans plein de positions différentes. Alors, sur les échantillons cadavériques, ils l'ont fait dans tous les sens, dans toutes les positions, avec tous les types de disques. Chez les patients, c'était allongé. C'est des patients qui étaient au bloc, et qui allaient se faire opérer. Donc, c'était allongé. Et c'est compliqué, et ce sera compliqué de faire différemment. C'est-à-dire que il y a plusieurs études dans les années 70 où ils sont allés planter des aiguilles dans des patients pour mesurer des capteurs de pression, où ils ont fait bouger un peu dans tous les sens. C'est beaucoup moins précis que ce qu'ils ont fait là. Mais ça, maintenant, à l'heure actuelle, jamais aucun comité éthique acceptera de faire ça avec un patient. C'est-à-dire que c'est assez délabrant pour le disque, et t'as un vrai risque pathologique derrière. Donc là, ça a été accepté parce que c'était des sujets qui allaient se faire opérer, et pas des sujets étaient anesthésiés, enfin, c'était pendant qu'ils dormaient, ils ont fait la mesure, mais ce sera compliqué de faire plus. Il y a ça aussi, hein, c'est qu'on se heurte aussi en recherche. Alors, heureusement, je ne dis pas que c'est une mauvaise chose, on se heurte à l'éthique aussi, quoi. Ouais. Ils veulent. C'est un truc que j'aimerais bien faire, ça. Et alors j'ai contacté le gros chercheur qui a fait ça. Je l'ai contacté, je lui ai envoyé un mail en lui expliquant, en lui donnant un protocole d'étude. Et il m'a dit, je suis à la retraite, je m'en occupe plus. Je dis merde. Et il me dit, et tu veux pas m'envoyer vers tes collègues? Il m'a dit, oui, il travaille plus trop sur ça maintenant. Vous savez, c'est des choses qui ont été beaucoup entre les années 90 et 2000 en fait. Et les dernières recherches c'était 2012-13, et après ils ont arrêté de le faire. Donc en fait, si à un moment je trouve un labo qui fait encore ça, j'en connais pas, mais s'il y a des labos qui font encore ça, j'irai leur proposer parce que justement c'est un truc que j'aimerais faire. Tu mets l'aiguille, et tu fais bouger ton disque dans différentes positions pour voir si ça repressurise. Et ce serait un argument vers l'hypothèse que j'ai. Mais là c'est une très bonne idée, je l'ai eu, mais j'ai pas les moyens techniques de le faire. Alors avant j'étais en train de réfléchir avec le labo de DECA pour essayer de rebricoler le même système parce qu'il faut acheter le système. En fait ce qui pose problème c'est le système.
Et j'avais contacté le vendeur du système, qui fait plus le système évidemment. Donc j'étais reparti c'est moi l'école d'ingénieur qui était rattachée à l'école doctorale pour savoir s'il y avait moyen de bricoler le même truc, etc. Mais ça devenait compliqué et donc on dit ouais, non mais lâche l'affaire, on n'y arrivera pas. Donc j'essaie de trouver quelqu'un, enfin faut que je trouve une autre équipe qui est capable de faire ça. Pour les prochaines questions, je vous propose qu'on les pose à Jean-Philippe autour du buffet, parce qu'il y a Ah oui, putain oui, ça doit...